Bonsoir, la nouvelle évasion par hélicoptère dans une prison française, l'anniversaire de l'unité entachée de multiples violences en Allemagne, le retour sur la pointe des pieds de Jacques Delors dans les affaires politiques françaises. Ce sont quelques-uns des titres de cette édition commentés par Francis Huster, le comédien est ce soir le grand témoin du 19-20. Nous parlerons également de son nouveau spectacle Suite Royale qu'il interprète chaque soir au Théâtre Marigny. Le scénario est désormais bien rodé. Pour la troisième fois en 10 semaines, des détenus se sont évadés d'une prison française par hélicoptère. À Bois d'Arcy, dans les Yvelines, tous les filins de sécurité n'étaient pas encore posés. 3 prisonniers dangereux se sont enfuis sans tirer un coup de feu. Sur place, Pascal Sau, Christian Desplaces, Joseph Tual. Ce devait être un dimanche de foot comme les autres. 3 détenus et un hélicoptère en ont décidé autrement. On a vu un hélicoptère s'approcher au loin, bon, on s'est dit ça appartient au service pénitentiaire. Et nous on a commencé à blaguer en disant ah c'est une évasion, etc. Et puis en fait c'était réellement une évasion. Ce qui va devenir une folle cavalcade a commencé à l'aérodrome de Saint-Cyr. 9h33, un homme d'une quarantaine d'années se présente pour un baptême de l'air. Il y a 15 jours, il était déjà venu avec une femme et un enfant. Une fois à bord, il menace le pilote d'une arme. Quand j'ai vu le pétard qui m'a sorti sous le nez après le décollage, je me suis dit, bon bien, je peux pas continuer comme ça. Alors j'ai fait un simulacre de panne, mais ça n'a pas marché. C'est là qu'il m'a rappelé à l'ordre avec le pétard sous le nez. Direction Bois d'Arcy. L'appareil stationne au-dessus de la cour de promenade. Il se pose une dizaine de secondes. 3 hommes montent à bord et en repoussent un 4e. Il n'y a pas de coup de feu. Parmi les évadés, Michel Lepage, 47 ans, à droite sur ses photos. Déjà condamné à 15 ans en 79, c'est l'un des anciens chefs du gang de la banlieue sud. C'est un détenu qui était très calme, qui essayait de se faire oublier un petit peu, mais qui, je vous dis, classé très dangereux. Et puis, c'est un gars sur lequel il fallait avoir l'œil en permanence. Quand l'appareil se pose sur le nouveau stade de Rocancourt, l'opération a duré en tout et pour tout 15 minutes. Les fugitifs prennent alors la Toyota grise d'une conductrice. À Bois d'Arcy, la polémique est déjà lancée. Des travaux avaient commencé, mais dans la cour de promenade, il n'y avait pas encore de filin. Si cela fait 2 ans que nous réclamons des filins au-dessus des cours de promenade et au-dessus des terrains de sport, donc avec cette évasion spectaculaire, bon, il est bien fort possible que maintenant l'administration mette des travaux en cours. Ce soir encore, plusieurs barrages restent en place dans toute la région. Le plan épervier n'est pas levé. Les fugitifs auraient pris la direction de Paris. Une quarantaine de détenus refusent toujours ce soir de réintégrer leur cellule à Bois d'Arcy. Les CRS pourraient intervenir d'ici quelques minutes. Réaction immédiate des syndicats de surveillants de prison. Ils mettent à nouveau en exergue le problème de l'insécurité pénitentiaire, mais ne semblent pas décidés pour l'instant à saisir cette occasion pour relancer la grève. Jean-Yves Serrand. Immédiatement à Bois d'Arcy, dans la matinée, le leader du premier syndicat de gardiens de prison. Il accuse, la chancellerie n'a pas les moyens de sa politique. L'administration pénitentiaire et la chancellerie ne sont que des menteurs, car à Bois d'Arcy, il n'y a pas eu, malgré les interventions musclées du directeur de la paix tout à l'heure, de volonté réelle d'équiper cet établissement de filins anti-évasion, puisque simplement les cours donc, où les détenus font du sport ont été équipés et non pas les cours de promenade. Après les 3 évasions en hélicoptère de l'été, l'administration a bien entamé des travaux dans une douzaine de prisons. Elle fait recouvrir les cours intérieures de câbles d'acier, comme ici à Fleury-Mérogis, pour empêcher les hélicoptères d'atterrir. Mais des travaux qu'elle reconnaît longs et chers. Cela représente un investissement d'environ 100 millions de francs, sur lequel nous attendons donc des concours particuliers. Cela dit, je le répète, le problème n'est pas uniquement une question d'argent, ce sont des équipements lourds, pour lesquels il est hors de question de réaliser l'équipement des prisons françaises dans un délai très court. Équiper une prison comme celle-là, cela met environ 1 mois et demi à 2 mois. Reste également à empêcher les détournements d'hélicoptères, d'autant que la prise d'otage du pilote empêche les gardiens de tirer. Durant l'été, la chancellerie demandait aux pilotes de contrôler eux-mêmes identité et bagages des clients. Aujourd'hui, la directive était bien là, au mur de l'héliport. Elle n'a rien empêché. Aujourd'hui, l'administration envisage d'équiper les héliports de contrôle au rayon X, comme dans les aéroports. L'anniversaire de l'unité entachée de multiples violences en Allemagne. Les groupes néo-nazis ont commis de nombreuses agressions xénophobes et manifesté massivement contre la présence des étrangers dans le pays. Morad Aitabouche. Concert en yiddish cet après-midi dans l'ancien camp de concentration de Sachsenhausen. Un Woodstock antiraciste qui n'a pas vraiment drainé les foules, 3000 personnes seulement. La veille, à Francfort, sur les mêmes slogans, 10 000 personnes ont défilé dans les rues de la ville, 8 000 à Nuremberg et 5 000 à Berlin.
Une faible mobilisation qui inquiète la plupart des observateurs. Le deuxième anniversaire de l'unité allemande devait être celui du rassemblement national contre le racisme et l'antisémitisme. Mais les néo-nazis ont donné aussi de la voix. Comme ici, à Dresde, où ces nostalgiques du Troisième Reich ont paradé en toute impunité. Un seul refrain dans les rangs, les étrangers dehors, l'Allemagne aux Allemands. Les espoirs nés avec la chute du mur paraissent brisés. Face à l'avenir, la jeunesse est de plus en plus désemparée. Plus de 3 millions de chômeurs dans le pays. Crise économique, surtout à l'Est. L'échec épatant. L'Allemagne traverse une crise sans précédent. Quel regard portez-vous, Francis Huster, sur les événements en Allemagne? C'est un phénomène, le retour de l'Allemagne à ses vieux démons, ou tout simplement une espèce de cri de désespoir lancé par la jeunesse de l'ex-RDA? Écoutez, d'abord, c'est la situation dans laquelle je me trouve est très difficile, parce que c'est très difficile ici en plateau de tenir des discussions de café du commerce et de jeter sur quelques petites phrases ce que tout le monde pense tout bas. Mais je trouve qu'il faut aussi avoir des couilles, comme on dit, et moi je ne peux pas ne pas être foudre de ce qu'on vient de voir. Il faut que les Allemands se rendent compte que jamais les Français ne céderont. Au moment de l'ouverture de l'Europe, que les nazis se disent que nous ne le tolérerons jamais. S'il faut qu'on descende tous dans la rue, s'il faut qu'on refasse vraiment ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, on le refera et 10 fois plus fort. Parce que ce que je viens de retenir du reportage, ce sont les 3,5 millions de chômeurs en Allemagne. Et au moment où la France se trouve à la porte de l'Europe, il faut que les Français exigent de leurs propres hommes politiques des déclarations nettes et précises. C'est-à-dire la chose la plus importante dans ce pays, c'est le chômage. Parce que ce qui se passe en Allemagne, c'est pas du tout à cause de la réunification, c'est à cause des problèmes intérieurs de l'Allemagne. Et les mêmes problèmes, ils se posent aussi ici en France. Alors la France, qui est à mon avis le cœur de l'Europe et qui, elle seule, a la moralité de défendre des valeurs essentielles des libertés, il ne faut pas qu'elle cède. Et je trouve que les hommes politiques qui jouent, qu'ils soient de gauche ou de droite, un jeu qui consiste à séduire l'opinion par une sorte de calme, de respect, de condescendance, d'union entre eux, ils ont tort. Alors cela étant dit, sur les événements qui se déroulent en Allemagne, la classe politique française peut difficilement intervenir. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ah non, Kohl. non, il ne s'agit pas d'apporter le soutien au chancelier Kohl. Je veux dire, les problèmes politiques intérieurs de la politique de l'Allemagne sont une chose, mais les problèmes nazis en sont une autre. Et là, les Français peuvent intervenir. Et si jamais, à l'intérieur même de ce pays, en France, de tels mouvements racistes ont lieu, eh bien, je vous assure qu'il y a des hommes de liberté qui se lèveront. Parce que la France, en dehors de tous les problèmes intérieurs, est une nation extraordinaire, où les gens ont dépassé les problèmes de gauche ou de droite. Les Français sont... J'ai eu la chance, par le métier que je fais, d'aller dans le monde entier, et je peux vous assurer que la France est considérée comme le pays de la liberté. En tout cas, la situation politique, économique et sociale en Allemagne constituera le corps de notre dossier dans le Soir 3 à 22h30. Je recevrai le professeur Alfred Grosser, spécialiste justement des questions. Pardonnez-moi de vous dire aussi, juste en quelques secondes, que nous ne devons pas considérer l'Allemagne comme une Allemagne nazie. Les Allemands ne sont pas des nazis. Il y a des nazis en Allemagne, mais nous devons au contraire tendre la main vers les Allemands. Parce que ce qu'on oublie trop, c'est qu'avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, l'Allemagne n'était absolument pas nazie. Il ne faut pas croire que les Allemands, que l'étiquette allemand veut dire nazi. C'est faux. Et là aussi, les Français doivent absolument être solidaires des Allemands qui veulent défendre l'Europe, qui veulent défendre l'Allemagne et qui veulent défendre la France. Une nouvelle région s'embrase à l'est de l'Europe, l'Abkhazie, théâtre de multiples affrontements, pourrait engendrer une crise beaucoup plus grave entre la Géorgie et la Russie. Les autorités de Tbilissi ont en effet décidé de réquisitionner tous les moyens militaires russes pour mater la rébellion au sein de la République de Géorgie, donc la rébellion abkhaze. Moscou a immédiatement durci le ton. Les explications, Philippe Pister. Édouard Shevardnadze dans la tourmente. C'est l'impasse totale, ce conflit est inextricable. Épuisé, découragé, le président du Conseil d'État géorgien évoque même sa démission. Et pour cause, déjà confronté aux séparatistes ossètes, comme aux partisans du président déchu Gamsakhurdia, il doit en plus aujourd'hui faire face aux indépendantistes de l'Abkhazie. Cette petite république autonome, au peuplement partiellement d'origine turque, déclarait sa souveraineté en juillet dernier. En août, la garde nationale géorgienne investissait l'Abkhazie. Bilan depuis, des centaines de morts, des milliers de civils jetés sur les routes.
Brusquement, jeudi dernier, le conflit prend encore de l'ampleur. Les rebelles abkhazes lancent une offensive d'envergure, s'emparent d'Agra, la deuxième ville de la République autonome, et menacent aujourd'hui Soukoumi, la capitale. Lourde défaite pour les forces géorgiennes. À Tbilissi, pour éviter la déroute, le Conseil d'État géorgien décide alors de prendre sous son autorité les équipements et les bases de l'ex-armée soviétique sur son territoire. Réaction immédiate de la Russie, c'est niet. Moscou menace même d'intervenir. Résultat, le conflit abkhaze dégénère en crise sérieuse entre la Géorgie et le géant russe. Une information qui me parvient à l'instant. Un Boeing 747 de la compagnie israélienne El Al aurait explosé il y a quelques minutes en plein vol au-dessus de l'aéroport d'Amsterdam. C'est l'agence de presse hollandaise qui livre cette information, affirmant qu'évidemment il n'y aurait aucun survivant. Je pense que nous aurons plus de détails d'ici quelques minutes. Un avion d'El Al, donc cette Boeing 747, qui aurait explosé à quelques kilomètres de Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam. En France, actualité politique maintenant, le retour sur la pointe des pieds de Jacques Delors dans les affaires politiques françaises. Classé selon plusieurs sondages comme le meilleur présidentiable à gauche, le président de la Commission européenne s'est placé en quelque sorte pendant 2 jours à Lorient en réserve de la République. Le club témoin qu'il a officiellement lancé n'est pour l'instant qu'une boîte à idées dans laquelle il pourrait toutefois piocher un jour prochain. À Lorient, Daniel Sportiello, Pierre Michel. Austère, le colloque de Lorient se voulait austère, il le fut. Nous ne faisons pas de catastrophisme. Jacques Delors avait prévenu, reconstruire la politique est un travail ardu. Et l'architecte Delors, qui s'est entouré d'une équipe de quadras pour faire avancer ses idées, est visiblement plus à l'aise en laboratoire que dans les arrière-cuisines de la politique. Pas de politique politicienne donc, n'égratigner personne et surtout pour le moment, ne pas empiéter sur les plates-bandes du présidentiable Rocard. Néanmoins, Jacques Delors se positionne. Il se veut porteur d'un message d'espoir, d'un projet de société qui ne condamne pas le tiers des Français à l'exclusion et au chômage. La cohésion sociale. Chers amis, une France ombrageuse et désenchantée, une vie démocratique pleine de rides, un État empêtré et contesté, une cohésion sociale en miettes, sommes-nous trop pessimistes ? Ou bien, dans ces expressions sans doute un peu fortes, trouvons-nous encore le courage et la motivation pour militer et pour remettre sur le métier l'ouvrage ? Si Jacques Delors a quitté momentanément la planète européenne pour survoler la France, il ne s'est toujours pas décidé à atterrir. Certains supporters déçus qu'il ne s'engage pas plus avant en sont même à redouter qu'il ne se pose jamais. Ces supporters n'ont cependant pas négligé le message envoyé de Lorient par Jacques Delors. En cas de défection du présidentiable Rocard, Jacques Delors pourrait bien être l'homme du recours. Ce n'est pas pour rien qu'il s'attache actuellement à reconstruire une gauche française à son image. Le nouveau président du Sénat, René Monory, était aujourd'hui l'invité de l'heure de vérité sur France 2. Il a estimé que le RPR et l'UDF pourraient s'inspirer de l'exemple du Sénat pour régler le problème des primaires. Les primaires, je pense que ce que nous avons fait au Sénat est exemplaire parce que si on veut avoir une bonne alliance entre le RPR et l'UDF, il faut que ça soit 2 entités qui soient fortes. Et tant que l'UDF est ou était divisé, c'est une entité qui n'avait pas le pouvoir de dialogue avec son partenaire RPR. À partir du moment où l'UDF est uni, l'UDF devient un partenaire à part entière pour les RPR. C'est profitable pour le RPR, c'est profitable pour l'opposition, c'est profitable pour la France. Donc on peut faire la même chose pour la présidentielle. Et on peut faire la même chose pour la présidentielle que ce que nous avons fait ici, mais ça s'est passé très bien. Mais moi je n'ai pas aujourd'hui à vous dire il faudra 2, il faudra 3 candidats, on en fera un seul. Je donne l'exemple de ce qu'a fait le Sénat qui n'a pas tellement mal marché. Un autre commentaire, Francis Huster, sur les 2 personnages de la vie politique française que l'on vient de voir. René Monory, président du Sénat, sans diplôme. Comment avez-vous accueilli cette information, cette nouvelle? C'est bien, Bérégovoy, Premier ministre à Matignon, Monory, président du Sénat, 2 autodidactes? Oui, bien sûr. Mais je ne vais pas vous donner mon avis là-dessus, qui n'intéresse personne. Par contre, je vous dirais que je suis très surpris sur M. Delors. Ça veut dire que je ne comprends pas comment les Français qui, depuis des années, ont vu M. Rocard au travail, comme Premier ministre, comme homme politique, tout d'un coup peuvent mettre dans les sondages M. Delors
avant M. Rocard, alors qu'ils n'ont pas vu ce même M. Delors au travail. Ce qui veut dire qu'on se retrouve... Non, mais attendez. Oui, mais le travail de Bruxelles n'a rien à voir avec le travail en France, avec la responsabilité d'être Premier ministre de la Nation. Alors, je ne sais pas lequel des deux, entre M. Rocard ou M. Delors, portera les couleurs de la gauche, comme je ne sais pas entre M. Chirac ou M. Giscard lequel portera les couleurs de la droite, mais je trouve en ce moment qu'il y a une espèce de mensonge médiatique, et on retrouve à peu près le même mensonge avant chaque élection présidentielle. Et puis, j'ai aussi l'impression, pardonnez-moi, puisqu'on peut parler librement, qu'on est rentré dans une sorte d'élection présidentielle avant l'heure. On sent une espèce de murmure, dans les médias, comme si avant les législatives il y allait y avoir des présidentielles. Alors je veux dire, il faudrait peut-être dire la vérité là-dessus. Est-ce que M. François Mitterrand, président de la République, a l'intention de continuer après les législatives, de se retirer avant les législatives? C'est lui et lui seul qui est bien placé pour le dire. Et j'ai l'impression que beaucoup de Français se posent la question. Alors moi j'ai personnellement énormément de respect pour François Mitterrand, pour des raisons humaines. Je trouve qu'il a vraiment donné à la France une position d'humaniste, et ça n'a rien à voir avec des histoires, encore, je le répète, de droite ou de gauche. C'est pas à moi de dire si je vote à droite ou si je vote à gauche, mais je voulais simplement signaler ce fait à propos de M. Delors, que je respecte tout à fait. Chacun fera le tri dans vos propos. Société, les suites institutionnelles du dossier de la transfusion sanguine. Michel Garetta ne s'est pas présenté aujourd'hui devant ses pairs du Conseil régional de l'Ordre des médecins. Officiellement malade, le docteur Garetta pourrait officieusement se trouver actuellement à l'étranger. Clément Veyrenal, Hervé Gutmann. Où se trouve aujourd'hui Michel Garetta? Difficile de le savoir. L'ancien directeur général du CNTS ne s'est en tout cas pas présenté cet après-midi devant le Conseil régional de l'Ordre des médecins, devant lequel il était invité à comparaître dans le cadre de l'affaire de la contamination des hémophiles. Dès leur arrivée au Conseil de l'Ordre, maître Morette et Charvet, les avocats de Michel Garetta, laissaient entendre que leur client ne viendrait pas. Probablement pas. Voilà. Pourquoi? Vers quelle heure ça se terminera? Son état de santé, je dirais, ne l'autorise pas actuellement de déplacement. Il est souffrant? Fatigué. Après 3 heures d'audience, maître Charvet et Morette claquent la porte du Conseil de l'Ordre qui a refusé de reporter l'examen du dossier. Les avocats de Michel Garetta estiment dans ces conditions ne pas pouvoir assurer correctement la défense de leurs clients. Restent 2 questions. Pourquoi Michel Garetta n'est-il pas venu et se trouve-t-il encore en France? Michel Garetta n'était pas en mesure et en état de venir. Où se trouve-t-il actuellement? Il se trouve là où il est. À savoir? Là où il est. À Paris? En France? Là où il est. De bonnes sources, on indique que Michel Garetta se trouverait effectivement aujourd'hui à l'étranger. On parle des États-Unis, voire du Brésil. S'agit-il d'un séjour normal et momentané ou d'une fuite à l'étranger? La question mérite d'être posée. C'est le 23 octobre prochain, dans moins de 3 semaines, que le tribunal correctionnel doit rendre sa décision dans l'affaire de la contamination des hémophiles. Michel Garetta risque jusqu'à 4 ans de prison et pourrait être, s'il se présente, arrêté à l'audience. Un exploit maintenant, à la fois sportif et mental surtout. Bruno Gometou, 33 ans, transplanté du foie il y a 2 mois, a couru cette semaine le marathon. Il n'en finit plus depuis d'aligner les kilomètres à pied afin de montrer, dit-il, toute l'efficacité d'une greffe d'organes. Reportage de Jean-François Bélanger, de Philippe Jasselin et d'Alain Thomas. Au départ de cette course de 10 km à Clichy, un concurrent pas ordinaire. À première vue, rien ne le distingue des autres coureurs, sauf le masque qu'il porte sur le visage. Et pourtant, il y a 2 mois à peine, Bruno Gometou était sur une table d'opération pour recevoir un nouveau foie. Victime d'une hépatite fulminante au mois de juillet, la transplantation était sa seule chance de survie. Et tout va toujours très bien avec un foie neuf. Et pour cause, le 10 km ne lui fait pas peur. Jeudi dernier, c'est un marathon, 42 km qu'il a parcouru pour attirer l'attention sur les bienfaits du don d'organes. J'espère que mes courses à pied seront l'occasion d'en parler, que les gens y réfléchissent, que les gens sachent à quel point il y a des milliers de personnes qui attendent des greffes d'organes pour vivre. Et parmi ces milliers de personnes, il y en a un bon nombre qui vont décéder, qui décèdent aujourd'hui faute de greffons. Bruno est dessinateur. Avant son hépatite, il fabriquait des dessins animés chez Disney. Il passe maintenant son temps à l'hôpital Beaujon de Clichy, sous perfusion matin et soir. Mais l'hôpital, Bruno y est habitué. En 10 ans, il a dû subir des traitements pour 2 cancers. Des épreuves qui l'ont rendu plus fort. C'est sans doute pourquoi, 15 jours après l'opération, il courait déjà autour de l'hôpital. Je suis né confiant et optimiste, et puis je le suis resté malgré les ennuis de santé. J'y suis pour rien.
Et puis le football, d'abord pour vous dire que le Paris Saint-Germain est bien qualifié en Coupe d'Europe. L'UEFA a annoncé cet après-midi que le club de Salonique était suspendu de Coupe d'Europe pour 2 ans et que le PSG avait match gagné 3-0. Et puis le match en retard Caen-Le Havre, qui n'est pas tout à fait terminé encore. C'est les Havrais qui avaient ouvert le score sur le terrain du Havre grâce à ce pénalty transformé par Rio. Caen va égaliser par l'intermédiaire de Gravelaine avant la mi-temps. Et puis Caen marquera un deuxième but sur cette remise de paille pour Dangbeto, 2-1 pour Caen. Donc il y a quelques secondes du coup de sifflet final a pratiquement match gagné. Vous, Francis Huster, vous êtes plutôt un supporter du PSG qui reçoit Metz ce soir. Oui. J'espère que le PSG reprendra la tête du championnat et même qu'elle gagnera ce championnat. Vous allez au parc ce soir ? Non, je ne vais pas au parc ce soir. Je me repose parce que ce matin, j'ai joué au foot avec le Racing Club de l'Allemagne contre Boissy-Saint-Léger. On a gagné en coupe. Alors, je suis très content. Le théâtre maintenant, ça vous concerne aussi directement. Votre nouveau spectacle, chaque soir à Marigny, Suite Royale, enchaîne divertissement coquin et réflexion philosophique. On passe ainsi d'une sorte de marivaudage, La nuit et le moment, de Crébillon-Fils, à la réflexion sur le siècle des Lumières avec l'adaptation de Jacques le Fataliste et son maître de Diderot au théâtre Marigny. Reportage tout de suite de Dominique Poncet et d'Hervé Gutmann. S'il vous plaisait de m'accorder quelques faveurs. Quelques faveurs? Oui. Ah, je n'en accorde pas. Ou je les accorde toutes. Toutes? Une première partie coquine et libertine, une seconde étincelante de verve et d'esprit. Voici Suite Royale, un spectacle raffiné et drôle, imaginé par Francis Huster, avec la complicité de 2 des auteurs les plus féconds du XVIIIe siècle, Crébillon-Fils et Denis Diderot. Suite Royale, c'est la célébration dans tous ses éclats du siècle des Lumières. De quoi aussi vous avisez-vous? De vous opiniâtrer à entrer dans un lit où l'on ne vous désire? Pas du tout. C'est vraiment un texte très très bien écrit et très libertin. Et c'est un des plus beaux textes sur l'amour et sur le sexe que j'ai jamais lu. Allons. Oh, je le veux bien. Puisqu'il en faut passer par là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le fait est qu'elle avait placé ma main là où il n'y avait rien chez elle. Et qu'elle avait placé la sienne là où c'était pas tout à fait le même chez moi. Ah! Dans la pièce de Crébillon, ils font l'amour. Et dans la pièce de Diderot, ils en parlent, mais ils ne le font pas. Soyez bref. Nous nous sommes aimés, je dus partir. Après un court voyage, je revins, mais Agathe était morte, mon amour aussi, voilà. C'est une soirée champagne, je pense que les gens ressortent en étant contents, heureux. Ah, Dieu, quelle jambe! Oh. Ah. Finissez, monsieur le comte. Les informations nous parviennent au fur et à mesure concernant, je vous le disais tout à l'heure, l'explosion de l'avion de la compagnie El Al. Il s'agit d'un avion cargo, un Boeing 747 de la compagnie israélienne qui s'est écrasé ce soir après avoir décollé de l'aéroport d'Amsterdam. Les autorités néerlandaises le confirment. Le Boeing ne contenait que du fret. Il y avait 4 membres d'équipage à mort qui ont tous été tués au moment de l'explosion qui est confirmée en vol. L'avion s'est écrasé sur de nombreuses habitations et il y aurait plusieurs dizaines de morts. Voilà les dernières précisions que je pouvais vous donner concernant cette tragédie actuellement aux Pays-Bas. Je reviens maintenant au théâtre avec Francis Huster pour parler de Suite Royale que j'ai un petit peu interrompu pour fait d'actualité. C'est vrai que dans cette pièce, vous marquez votre goût pour les voyages à travers les siècles. L'an dernier, Puzzi se situait à la fin du 19e, début du 20e. Vous avez joué le misanthrope Molière, c'était au XVIIe siècle. Vous inventez cette espèce de machine à voyager à travers le temps par le biais du théâtre. Oui, parce que je trouve que notre époque justement est tellement terrible que c'est formidable de pouvoir proposer aux spectateurs de se divertir sans a priori. Et là, comme l'ont dit Christiana et Jacques, qui sont formidables dans le spectacle, les spectateurs rient à des textes du XVIIIe siècle. C'est tellement pur, c'est tellement beau. C'est vrai, c'est très érotique, c'est vrai que Christiana va très loin, mais c'est vrai aussi que c'est fait pour le plaisir. Pour tout ce siècle justement paradoxalement du XVIIIe, où après tout un siècle de sexe, de femmes, de philosophie, d'humanisme, on est arrivé à la Révolution et au sang. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Suite Royale, vous en signez l'adaptation, oui. Vous en signez la mise en scène. Ce qui vous manque aujourd'hui, Francis Huster, c'est la possibilité de diriger vraiment un théâtre.
Oui, c'est surtout la possibilité, non pas pour être en soi un directeur de théâtre, mais c'est de pouvoir proposer des prix de place très bas. Le Marigny a fait un effort considérable, il y a des prix de place à 70 francs pour les jeunes, individuels, il n'y a pas besoin d'être en collectivité, on se présente, on paye 70 francs, on rentre voir la pièce, et c'est vrai que c'est là le gros problème du théâtre privé. Il y a un départ de saison très difficile pour beaucoup de théâtres à Paris, et pourtant il y a des pièces admirables, des spectacles formidables, et je vous remercie de me recevoir ici au nom du théâtre pour pouvoir vraiment promotionner le théâtre et demander à tout le monde de sortir de ces horreurs qu'on nous donne justement en ce moment, de tout ce qui se passe, de ce qu'on a l'impression qui est une avant-guerre. C'est vraiment une période, mais je vois votre sang-froid, mais moi j'ai pas le même sang-froid vis-à-vis de tout ce qui se passe, et je pense que le théâtre est un univers, un paradis, un oasis où on réapprend à vivre, et ça vaut vraiment la peine de passer 2 heures, 3 heures dans une salle de théâtre pour rire et pour pleurer aussi. Alors, on peut passer 3 heures dans une salle de théâtre, on peut aussi passer 2 heures dans une salle de cinéma. Vous êtes l'un des héros du dernier film de Lelouch qui va sortir. Oui, c'est un film qui s'appelle Tout ça pour ça, qui sortira dans quelques temps, parce que là on vient juste de le finir. Et c'est aussi une grande comédie, une comédie à la Lelouch, où il essaye lui aussi de sortir de sujets beaucoup plus historiques pour retrouver la vérité de la vie et proposer le rire. Merci Francis Huster d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20. Je vous rappelle la principale information que nous développerons bien sûr dans le Soir 3 à 22h30. Un avion cargo de la compagnie nationale israélienne El Al s'est écrasé ce soir sur plusieurs maisons. Les précisions ne sont pas encore complètes sur ce sujet, faisant au moins 4 morts. Il s'agit des membres d'équipage. L'appareil aurait explosé en vol quelques instants seulement après le décollage de l'avion. Nous y reviendrons bien sûr à 22h30. Tout de suite, la météo complète de Florence Klein. À tout à l'heure.